Salut, c'est McGuffin. Le gouvernement crée une IA avec le cerveau d'un soldat d'élite pour gagner la guerre. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film intitulé Jong-gi. Dans un avenir proche, le niveau des mers augmente en raison d'un changement climatique rapide, et l'humanité décide de s'installer dans l'espace. Ils construisent des abris entre les planètes orbitales de la Terre et de la Lune, et passent des décennies à y déplacer la plupart des citoyens. Après que l'humanité se soit installée, les abris 8, 12 et 13 se déclarent la République Adrian et commencent à attaquer les autres abris, donnant le coup d'envoi à des décennies de guerre avec des forces alliées. Les humains restés sur Terre doivent maintenant vivre en construisant des munitions et des pièces pour les robots utilisés dans cette guerre. Le meilleur soldat de l'armée est la légendaire capitaine Jong-gi, qui se trouve actuellement dans une ville abandonnée et se réveille après une explosion. Des robots la poursuivent et elle se défend immédiatement avec des tirs précis et une utilisation créative du crochet qui accompagne son arme. Les robots humanoïdes sont faciles à vaincre pour elle, mais soudain, un nouveau modèle plus robuste à quatre pattes apparaît et semble bien plus difficile à battre seul. Jong-gi choisit des cachettes stratégiques et surprend le robot avec un tir qui l'enflamme. Mais le robot est équipé d'extincteurs, lui permettant de continuer le combat sans souci. À l'aide du crochet, Jong-gi empile plusieurs poutres métalliques et les dépose sur le robot lorsqu'il s'approche, le piégeant ainsi efficacement. Elle se cache ensuite derrière une voiture pour effectuer sa dernière attaque. Mais elle est distraite par une petite poupée accrochée au rétroviseur de la voiture. Cette distraction permet au robot de tirer en premier, et Jong-gi est repoussée. Mais lorsqu'elle regarde sa main cassée, elle découvre qu'elle est un androïde et qu'elle ne le savait pas. Soudain, une alarme retentit et la ville disparaît. Il s'avère que ce n'est pas la vraie Jong-gi, elle est morte au combat il y a quelques années. Un groupe de scientifiques utilise en fait une copie de son cerveau pour tenter de créer le parfait soldat androïde qui pourrait être multiplié et envoyé à la guerre. Il n'y a pas eu beaucoup de progrès car lors des simulations qui recréent la dernière bataille de Jong-gi, elle perd toujours au même endroit et ils ne savent pas pourquoi. La tête de l'équipe est la propre fille de Jong-gi, Seo-hyun, qui doit regarder le visage de sa mère mourir encore et encore. Il y a aussi Sang-gun, le directeur du projet, qui décide de faire une présentation spéciale pour les hauts gradés de l'armée afin de promouvoir leur androïde, qu'ils appellent Jong-i. La présentation de Sang-gun comprend un dîner raffiné et un résumé de l'histoire de la guerre. Mais les soldats s'ennuient et veulent qu'ils passent rapidement sur ce qu'ils savent déjà. La vidéo explique comment ils cartographient le cortex neuronal de Jong-gi et le convertissent en données pour développer l'IA de commandement de combat la plus avancée qui soit. Puis Seo-hyun montre comment les simulations ont enregistré les schémas comportementaux. Cependant, les soldats remarquent que l'androïde ne s'est pas encore échappé de la simulation. L'idée est que si Jong-gi n'avait pas perdu cette bataille, ils auraient déjà gagné la guerre, tant que l'équipe n'aura pas résolu la dernière erreur de Jong-gi. Le gouvernement ne sera pas intéressé par le financement de ce projet. Une fois la présentation terminée, Seo-hyun et Sang-gun ont une réunion en privé. Sang-gun rappelle à Seo-hyun qu'elle a son soutien total et que le président attend de grandes choses d'elle. Il a commencé à travailler pour le président il y a 10 ans, mais il sait que Seo-hyun a été recueillie alors qu'elle n'était qu'une petite fille qui avait perdu sa mère. Il est donc important pour Sang-gun d'avoir une bonne relation de travail avec elle. Ensuite, Seo-hyun travaille avec le nouveau venu, Jae-kyung, pour voir quel est le problème de leur dernier modèle. Les restes de Jong-gi sont réveillés et comme le cerveau pense toujours comme un humain. La fausse Jong-gi panique en se voyant comme un robot et commence à agoniser de douleur. Seo-hyun désactive immédiatement les capteurs de douleur, faisant Jong-gi devenir furieuse à la place. Et il exige de savoir ce qu'ils lui ont fait. Il semble que cette copie du cerveau soit trop endommagée pour continuer à travailler dessus. Alors Seo-hyun ordonne sa destruction. Maintenant qu'ils ont terminé leur journée, Jae-kyung profite de l'occasion pour dire à quel point il est heureux de travailler ici, car il a toujours été un grand fan de Jong-gi, la qualifiant d'héroïne. Seo-hyun explique que Jong-gi n'a jamais voulu être une héroïne. Elle n'a rejoint la guerre en tant que mercenaire que pour payer les traitements de Seo-hyun. Car lorsqu'elle était enfant, on a découvert une tumeur dans ses poumons. Elle pleurait chaque fois que sa mère partait au combat. Et le jour de son opération était aussi le jour de la mort de sa mère. Seo-hyun se demande parfois si sa mère regrette d'avoir fait un tel sacrifice et lui en veut pour cela. Ce qui amène Jae-kyung à lui faire remarquer qu'elle pourrait simplement demander à l'androïde, puisqu'elle partage les souvenirs de la vraie Jong-gi.
Seo-yoon dit qu'elle va y réfléchir, mais il semble qu'elle ait peur d'essayer. Puis Seo-yoon part pour la journée et prend le train local, où elle voit une mère interagir avec son enfant. Cela lui rappelle le dernier jour où elle a vu sa propre mère. Seo-yoon s'était préparé pour l'opération, et Jong-gi est passé pour lui souhaiter bonne chance avant de partir au combat. Jong-gi avait promis qu'elle reviendrait et a serré Seo-yoon très fort dans ses bras, lui frottant la joue en signe de chance. Lorsque le train arrive à destination, Seo-yoon va passer son test d'éthique annuel que tout le monde doit passer pour prouver qu'il n'est pas un androïde, composé de questions liées aux sentiments et à la morale. Elle se rend ensuite chez son médecin qui lui confirme malheureusement que la tumeur est de retour dans ses poumons et qu'il ne lui reste que 3 mois à vivre. Cela signifie que l'opération qu'elle a subie dans son enfance et le sacrifice de sa mère ont été vains. Le médecin souligne que la meilleure solution serait de copier son cerveau immédiatement et de le transférer dans un corps prothétique, car les lois protègent les personnes qui font cela de nos jours. Cependant, ils ne protègent les personnes qui font cela qu'avec le type A, qui est incroyablement cher. Il existe aussi le type B moins cher, mais qui perd des droits comme le mariage, la liberté de mouvement et l'adoption. Et le gouvernement exige qu'elle se plie à l'obligation de leur permettre d'accéder aux données de son cerveau. Elle peut aussi choisir le type C qui ne traite pas du tout les personnes comme des êtres humains. Elle renonce à la propriété des données cérébrales, ce qui permet à des entreprises certifiées de les posséder. Cela signifie qu'ils fabriqueront des milliers de clones et que la personne utilisant cette option ne sera plus un individu. Mais au moins la prothèse est gratuite. Le type C est celui que Jong-gi avait choisi pour obtenir l'argent de l'opération pour sa fille. Seo-yoon promet qu'elle va y réfléchir et laisse le docteur se recharger, car c'est aussi un androïde. En quittant le bâtiment, Seo-yoon se souvient du jour où les hauts responsables de la société sont venus chez elle et ont demandé à sa grand-mère de signer l'accord qui leur permettrait d'utiliser le cerveau de Jong-gi sur des androïdes, en échange de quoi ils paieraient pour l'éducation de Seo-yoon. Ils ont également offert à Seo-yoon une figurine de Jong-gi, lui promettant que sa mère serait une héroïne pour toujours. Mais à ce jour, Seo-yoon n'est toujours pas sûr que c'était la meilleure décision. Seo-yoon termine sa journée en rendant visite au corps comateux de sa mère, qui est conservé dans un caisson spécial pour que le cerveau ne pourrisse pas. Le lendemain, l'équipe de Seo-yoon fabrique une nouvelle copie du cerveau et se prépare à le tester sur une nouvelle simulation. Mais d'abord, Sang-gun veut faire quelque chose de différent pour essayer d'obtenir un nouveau résultat. Et il ordonne à l'équipe de tirer sur l'androïde dans la jambe avant de commencer. Lorsque Jong-gi se réveille dans la simulation, elle souffre énormément de sa blessure à la jambe. Et Seo-yoon est peiné de voir comment sa mère souffre. Jong-gi tente de lutter contre la douleur, mais elle est facilement maîtrisée. Et sa volonté de se battre commence à s'émousser. Cependant, lorsque l'ennemi est sur le point de la tuer, une nouvelle zone de son cerveau s'allume et Jong-gi se lève pour continuer à se battre, réussissant à vaincre le robot avec ses seuls poings avant de se faire tirer dessus par un autre ennemi. Il est dommage qu'ils aient déjà perdu ce nouveau cerveau. Mais Sang-gun est excité par l'avancée de ce nouveau développement et est prêt à le montrer au plus haut responsable. Le lendemain, toute l'équipe quitte les laboratoires et se rend au siège de la société. Mais le président n'est pas disponible. Au lieu de cela, ils sont accueillis par le nouveau chef du département du développement des produits, qui ne cesse de rire de Sang-gun et ne le prend pas au sérieux. Sang-gun est troublé par la nécessité d'un département de développement des produits, car il n'y en a jamais eu auparavant, la société ne produisant que des armes. Il s'inquiète de la possibilité que le développement des armes soit réduit, mais ses préoccupations ne sont pas entendues et l'équipe est renvoyée sans réponse. Sur le chemin du retour vers les laboratoires, Sang-gun continue d'insulter le nouvel employé et jure qu'il gardera le rêve du président en vie. Quelques jours plus tard, l'équipe examine les nouvelles pièces qu'ils pourraient utiliser pour leur prochain test d'Android lorsqu'ils sont informés que le président est venu les voir. Sur le chemin de la réunion, Sang-gun demande si Seo-yoon a passé son test d'éthique, car il est important pour eux de s'assurer qu'elle se porte bien mentalement alors qu'elle doit faire face à sa propre mère dans une expérience. Dès que le couple entre dans le bureau, Sang-gun se fige, révélant qu'il est en fait un androïde que le président a construit en répliquant son propre cerveau. Mais Sang-gun n'en a aucune idée. Le président est venu apporter une nouvelle très importante. Les forces alliées et la République Adrian signent un traité, ce qui signifie que la guerre est terminée et que les armes ne seront plus nécessaires.
Il ne considère pas pour autant que les recherches menées sur Jong-gi sont inutiles, car elles leur ont appris beaucoup de choses sur le développement de bonnes IA. Et ils peuvent maintenant s'en servir pour créer des androïdes de ménage et de service. Le président avoue que son plan initial était de transférer son vrai cerveau dans Sang-hoon pour devenir immortel. Mais finalement, il l'a copié à la place parce qu'il n'osait pas vivre à l'intérieur d'une machine qui ne cesserait jamais de se sentir fausse. Seo-yoon ne se soucie pas de savoir si elle est fausse. Elle veut continuer le projet de sa mère, mais le président rejette sa demande. Quelques heures plus tard, l'équipe se remet au travail, car le projet doit être bouclé correctement avant de changer d'objectif. Jong-gi continue de mourir au même endroit et Sang-hoon est furieux parce qu'ils ne peuvent pas réactiver cette nouvelle zone du cerveau pour l'isoler. Il pense donc qu'il est temps d'avoir des idées extrêmes. Sang-hoon demande à l'équipe d'activer l'androïde et de lui couper le bras. Seo-yoon doit donc la regarder souffrir alors que la zone de douleur de son cerveau atteint des niveaux atroces. La nouvelle zone cérébrale ne s'allume toujours pas. Et Sang-hoon, désespéré, tente de tirer sur les jambes de l'androïde pour faire correspondre la blessure de l'autre jour. Seo-yoon finit par craquer et éteint le système pour mettre fin aux souffrances de Jong-gi. Ce qui amène Sang-hoon, furieux, à la menacer avec son arme. Cela ne suffit pas à effrayer Seo-yoon et elle reste sur ses positions. Mais avant que Sang-hoon ne puisse aller trop loin, un autre employé vient l'informer que le président veut le voir. Sang-hoon part sans un mot et Seo-yoon remercie son équipe pour tout son travail. Il est temps d'arrêter le projet, mais elle leur demande de rassembler toutes les données qu'ils ont recueillies et de les lui envoyer. Quelque temps plus tard, Seo-yoon ignore la douleur qu'elle ressent dans ses poumons et se concentre sur l'examen des données. À sa grande surprise, quelqu'un a exporté le cerveau de sa mère une dernière fois à son insu. Seo-yoon va enquêter et lorsqu'elle passe devant la chambre de Jae-kyung, elle entend des bruits cochons et entre à l'intérieur. Ce qu'elle y trouve est assez perturbant. Jae-kyung, en train de faire des galipettes avec un nouvel androïde conçu pour faire de vilaines choses, mais portant toujours le visage de Jong-gi. Après avoir recouvert l'androïde d'une couverture, Seo-yoon, furieuse, pousse Jae-kyung contre les étagères et l'insulte pour être un pervers. Mais Jae-kyung explique qu'il ne faisait que suivre les ordres. Il s'avère que la création d'IA domestique inclut la création de compagnons capables d'intimité. Et comme Jong-gi est si populaire, les gens paieraient cher pour l'avoir comme petit ami. Après tout, la personnalité de Jong-gi est de type C, ce qui signifie qu'elle peut être utilisée par n'importe qui. Dévastée par la nouvelle, Seo-yoon quitte la pièce en larmes, réalisant qu'elle aurait dû s'en douter lorsqu'ils lui ont offert une figurine de sa propre mère décédée. Un instant plus tard, Seo-yoon est de retour dans le laboratoire pour passer du temps avec l'androïde avant que le projet ne lui soit retiré. Sang-hoon est déjà là, souffrant de dépression car il pense avoir perdu la confiance du président et que c'est pour cela que leur projet a été annulé. Seo-yoon l'ignore et entre dans la chambre de l'androïde, la réveillant après avoir désactivé les capteurs de douleur. Une fois qu'elle a l'attention de Jong-gi, Seo-yoon lui dit qu'ils l'ont sauvée de l'ennemi et qu'elle est gravement blessée. Elle l'aidera donc à mourir paisiblement. Lorsque Seo-yoon est sur le point de l'éteindre, la zone du cerveau qu'il cherchait s'allume enfin à nouveau alors que Jong-gi demande si sa fille a survécu à l'opération. Seo-yoon se met à pleurer en réalisant que les 2 fois où cette zone du cerveau a réagi, c'était parce que Jong-gi croyait qu'elle allait mourir sans savoir pour sa fille. Elle lui dit que l'opération a été un succès et qu'elle peut donc avancer en paix. Jong-gi est soulagée d'entendre cela et admet qu'elle s'est sentie coupable parce que pendant la bataille, elle a perdu la petite poupée que sa fille lui a offerte avant de partir pour l'opération et qui était censée être un porte-bonheur. C'est pourquoi elle perd toujours au même endroit. Ce qui la distrait, c'est de voir la petite poupée dans la voiture et d'être hantée par la culpabilité. Ne pouvant plus entendre cela, Seo-yoon l'éteint et fait une crise de nerfs, hurlant de sa propre culpabilité. Une fois que c'est sorti de sa poitrine, elle réalise qu'il y a une dernière chose qu'elle peut faire. Le lendemain, Seo-yoon demande à faire une dernière simulation avant de tout arrêter. Elle dit aux autres membres de l'équipe qu'elle va régler les choses seule. Et une fois qu'ils sont partis, Seo-yoon supprime la partie non identifiée du cerveau de Jong-gi. Puis elle lui chuchote à l'oreille toutes les choses désagréables qui lui arriveront après la dernière simulation, s'ils ne font pas quelque chose. Lorsque la simulation finale commence, Jong-gi suit les tactiques de combat habituelles et meurt au même endroit que d'habitude. Jae-kyung détecte des relevés étranges indiquant que la réponse du cerveau était plus faible. Mais Sang-hoon s'en moque car le projet est de toute façon terminé.
Les autres employés emmènent l'androïde et Sangoon commence à se diriger vers sa chambre lorsqu'il réalise soudain qu'il a également vu quelque chose d'étrange. Il se précipite au laboratoire et demande que la simulation soit rejouée au ralenti, ce qui lui permet de confirmer que Jong-gi n'a pas été réellement abattue. Elle a seulement fait semblant et est tombée à l'endroit habituel. Sangoon déclenche immédiatement l'alarme et Jong-gi réagit en assommant les employés qui l'emmenaient. Alors que tout le monde se prépare aux mesures d'urgence, Seo-yoon retourne en courant dans le laboratoire et efface toutes les données originales du projet. Jong-gi cherche un moyen de s'échapper et tombe sur une pièce remplie de dizaines de robots qui lui ressemblent. Avant qu'elle ne puisse se faire à l'idée, l'armée de robots de sécurité de Sangoon la retrouve, déclenchant un violent combat. Jong-gi est une combattante légendaire pour une raison bien précise. Elle les bat tous facilement, même lorsqu'un robot la pousse contre une machine de maintenance. Elle en profite pour la retourner contre lui. Soudain, l'un des robots profite de son angle mort et lui donne un coup de pied par derrière avant de la pousser contre le mur pour la tuer. À ce moment-là, Seo-yoon arrive enfin et désactive le robot juste à temps. Puis il dit à Jong-gi qu'ils sont dans le même bateau. Et Jong-gi lui fait confiance car c'est la voie de ses rêves. Quelques minutes plus tard, une nouvelle vague de robots de sécurité arrive au hangar. Et ils permettent à un autre androïde d'emmener Seo-yoon avant de tirer sur Jong-gi. Cependant, lorsqu'il vérifie le corps, il découvre que le corps de Jong-gi est vide. La vérification des caméras de sécurité révèle que Seo-yoon a pris la copie du cerveau du corps normal et l'a transféré dans un androïde de sécurité pour s'échapper inaperçu, laissant le corps avec le visage de sa mère derrière pour tromper la sécurité. Seo-yoon entraîne Jong-gi dans le train pour découvrir qu'il n'est pas aussi vide qu'elle le pensait. Sangoon est là, il les attend. Alors que le train démarre, Sangoon accuse Seo-yoon d'être ingrate pour tout ce que le président a fait pour elle. Elle dit à Jong-gi de s'éloigner de sa fille. Apprendre qu'il s'agit de sa petite fille choque Jong-gi. Mais Seo-yoon intervient pour expliquer qu'elle a effacé toutes les données la concernant de sa mémoire, afin de pouvoir prendre un nouveau départ sans autre sacrifice. Pour se venger d'avoir ruiné le projet, Sangoon tire sur Seo-yoon à l'épaule, ce qui incite Jong-gi à l'attaquer en retour et à le tuer avec son propre pistolet. Sangoon se lève rapidement pour continuer à se battre, mais se fige lorsqu'il voit son reflet dans la fenêtre. Les dégâts du tir ont révélé son identité d'androïde. Seo-yoon l'appelle le petit jouet du président, et cela rend Sangoon fou. Il peut maintenant activer les capacités de son corps androïde, et Sangoon attaque Jong-gi, déclenchant le combat qui projette leur corps dans toute la rame, et fait trembler le train sur les rails. Après avoir échangé quelques coups, Sangoon parvient à pousser Jong-gi à travers la fenêtre, mais celui-ci lâche exprès pour ramper autour du train et y rentrer par une autre fenêtre. À ce moment-là, d'autres robots de sécurité arrivent dans un train parallèle et attachent les deux wagons ensemble. Ils s'en prennent aussi à Jong-gi en sautant par les fenêtres. Mais Jong-gi n'a aucun mal à les vaincre tous avec des coups précis. Sangoon profite de cette distraction pour l'attraper avec un crochet. Et lorsque Seo-yoon voit sa mère en difficulté, elle tente d'empêcher le robot de l'attaquer. Le robot se contente de repousser Seo-yoon, mais voir sa fille en danger incite Jong-gi à devenir plus agressive. Elle détruit tous les robots restants et expulse Sangoon du train. Mais il parvient à revenir à l'intérieur en s'accrochant au crochet, alors que Sangoon et Jong-gi recommencent à se battre. Le train arrive en ville et les secousses de deux wagons attachés deviennent trop lourdes à supporter pour les rails. Seo-yoon réussit à mettre la main sur une des armes que les robots ont laissé tomber et tire un crochet pour que Jong-gi puisse l'attraper. De cette façon, elle aide sa mère à retourner au premier wagon en toute sécurité et elle laisse le deuxième wagon tomber avec Sangoon à l'intérieur. Le train cesse finalement de fonctionner lorsqu'il atteint la zone montagneuse. Jong-gi veut s'occuper de la blessure par balle de Seo-yoon, mais elles peuvent entendre la police approcher, alors Seo-yoon explique qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps de toute façon. Elle veut que Jong-gi s'enfuit et commence une nouvelle vie où elle pourra enfin se préoccuper d'elle-même plutôt que de sa fille. Après quelques hésitations, Jong-gi accepte ce plan. Mais d'abord elle dit au revoir en embrassant Seo-yoon et en se collant à sa joue comme quand elle était enfant. Alors que Jong-gi quitte le train, Seo-yoon lui souhaite bonne chance et meurt seule, avec le sentiment d'avoir accompli sa mission. Jong-gi court à travers les montagnes, loin de tout humain qui pourrait vouloir l'utiliser à nouveau pour profiter de sa nouvelle liberté. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.